Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle. Bienvenue dans Phénomène. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Phénomène. Lors d'un rendez-vous précédent, j'avais pu évoquer l'audace dans la littérature et j'avais à cœur de vous proposer un thème qui colle parfaitement au premier ouvrage de mon invité d'aujourd'hui, La forme au service du fond. L'objectif est d'explorer avec Sophie Dora-Swan la façon dont une écriture très littéralement hors norme peut donner une grande force à une œuvre littéraire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter mon invité. Sophie Dora-Swan est une écrivaine canado-suisse qui partage sa vie entre le fleuve Saint-Laurent et le lac Léman. Les éditions La Peuplade précisent d'ailleurs qu'elle n'est jamais trop loin de l'eau, eau que l'on retrouve dans le très beau récit Voir Montauk paru en janvier 2023. Cette eau, on la retrouve à deux niveaux. D'abord parce que Montauk est un village côtier à l'extrémité de Long Island, connu pour ses plages pittoresques et ses phares emblématiques. Mais aussi parce que le livre porte en son cœur un lien mère-fille et l'eau n'est-elle pas caractéristique de la maternité. Dans ce magnifique récit, la narratrice nous fait part de la dépression de sa mère et de son hospitalisation en clinique psychiatrique. Elle explique via ce texte comment elle vit et ressent tout cela et son rapport à cette maman malade depuis son enfance. La force du texte réside dans le fait qu'on imagine aisément cette narratrice seule sur une scène se raconter cette mère de manière quasi universelle et partager avec le lecteur et la lectrice le désespoir, l'impuissance, la fuite, l'inversion des rôles, la confusion, mais aussi l'espoir, celui auquel on s'accroche parfois et qui peut finir par se matérialiser. Voir Montauk est écrit comme un journal, sur 6 semaines. C'est un texte hybride, poétique, ultra-graphique et rythmique. Les mots, peu nombreux finalement, sont ciblés et poignants et sont aussi incroyablement mis en scène sur les pages. Sophie Dora-Swan convoque les sens pour créer des émotions chez nous qui la lisons. Il est fascinant de voir comment la forme d'un texte peut non seulement servir le fond, mais aussi l'amplifier. Une structure innovante, des choix typographiques audacieux, une musicalité dans les phrases, tout cela peut transformer la lecture en une expérience immersive et sensorielle. Avec Sophie Dora-Swan, nous allons découvrir comment ces éléments se combinent pour donner vie à des récits qui touchent profondément et durablement. Hello Sophie. Bonjour Adèle. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à ce podcast. Je suis ravie de vous y recevoir. Merci pour votre invitation. Avant de parler de Voir Montauk et pour mieux vous connaître, j'ai envie de vous demander quelle lectrice êtes-vous et quel regard portez-vous sur la littérature? Oh. Quelle lectrice je suis, assez avide. je lis beaucoup je lis beaucoup des choses qui sont en lien avec ce que je peux vivre dans une phase de ma vie. En fait, je m'accroche, je dirais plus à la littérature comme une source de réflexion, de soulagement, de compassion, de sororité, que comme loisir. Enfin, même si de temps en temps, je vais aussi apprécier des livres plus légers, mais pour moi, c'est comme une forme de nourriture intellectuelle qui m'accompagne dans tout ce que j'entreprends, mes projets, aussi des moments marquants. Intellectuelle et introspective, du coup. Oui aussi. Alors pas toujours. Et puis parfois aussi on choisit des livres, on se trompe. On se trompe dans le sens où ils ne résonnent pas comme on pouvait imaginer, où ils nous surprennent. Et puis c'est ça qui est chouette aussi avec l'expérience d'être lectrice. C'est aussi de tomber sur des choses auxquelles on s'attendait pas. Donc ça évidemment j'adore aussi ce genre de contexte-là. Mais ouais, j'ai toujours aimé lire depuis très jeune. J'ai dévoré assez tôt les livres. Voilà, pour moi, ça fait partie de mon quotidien. C'est un compagnon. Ouais, c'est une forme de compagnon. On peut dire ça comme ça. Les livres, ils sont toujours là. Ils nous abandonnent pas, en général. On peut se brouiller avec des gens, perdre des amis,
des relations qui nous sont chères, mais les livres, ils nous attendent dans la bibliothèque et quand on a besoin d'eux, ils répondent toujours présents. C'est vrai. Et est-ce que vous avez des influences littéraires ou artistiques? J'en ai plein, mais c'est très vaste. Peut-être une chose assez pour ma caractéristique, c'est que enfin, moi j'ai grandi en Suisse et je me suis établie au Québec en 2006. Et puis à partir de là, j'ai commencé à découvrir les catalogues des maisons d'édition québécoises. Donc en fait, ces lectures-là m'ont énormément influencée, que ce soit au niveau des thèmes qui y sont traités. Enfin, il y a une grande, je dirais, enfin, ouais, il y a une grande culture de la littérature, notamment Mhm. féministe. De la poésie, l'oralité qui est extrêmement présente. Et puis donc voilà, j'ai passé presque une quinzaine d'années à Montréal. Et ça m'a amené vraiment à apprécier et plus qu'apprécier en fait, à triper, comme on dit là-bas, Mm. sur la littérature québécoise et à découvrir des voix extraordinaires que je connaissais pas du tout. Donc je dirais que voilà, disons que ça fait partie c'est quelque chose qui a complètement ouvert mes horizons littéraires, de Mhm. vivre ailleurs et de découvrir la richesse de la littérature québécoise. Donc ça fait partie clairement des influences. Euh, C'est pas un hasard si vous êtes publié du coup par les éditions La Peuplade. non, c'est clairement pas un hasard. C'est un choix de cœur peut-être. J'ai pas envoyé un manuscrit à 50 maisons au hasard. Mhm. Non, non, c'était vraiment un souhait pour moi de m'inscrire. En fait, ce texte-là, ce projet-là, pour moi, c'était une évidence qui s'inscrivait dans. Enfin, j'avais envie de l'inscrire en fait dans cette littérature. Voilà, bah, déjà dans cette littérature québécoise que j'avais côtoyée pendant tant d'années. Donc, au moment où j'ai terminé le manuscrit, j'étais de retour en Suisse, mais c'était pas du tout pour moi. Mais pour différentes raisons. D'abord, la littérature suisse est très peu exportée. Mais ça va mieux, de mieux en mieux. Hein. Mais Ouais. disons que voilà, c'est depuis quelques années, les échanges se font de plus en plus forts et c'est super. Mais c'est vrai que je dirais voilà, il y a 3-4 ans, quand je suis revenue en Suisse, je n'avais pas eu tellement accès au catalogue des maisons suisses pendant toutes ces années d'absence. Et pour moi, c'était un peu terra incognita au niveau des maisons d'édition locales, que Mhm. maintenant je connais mieux avec le temps. Mais donc ça, c'était la première chose. Mais au-delà de ça, c'est vrai que les maisons québécoises, je connaissais leur catalogue et j'avais voilà quelques maisons dans lesquelles je voyais vraiment particulièrement bien ce texte. Donc ça a été pour moi le premier choix et Une évidence. une évidence. Et j'ai eu l'immense chance de pouvoir publier ces livres avec la très belle équipe de La Peuplade. Donc voilà. Et vous citez de nombreuses autrices justement dans Voir Montauk, comme Sarah Chiche, Catherine Mavrikakis, Martine Delvaux et d'autres. Les textes de ces femmes ont été importants pour vous? Oui, 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 énormément. En fait, tous les textes qui sont cités, le livre se passe sur 6 semaines et il y a des épigraphes au début de chacune des semaines. Et en fait, tous les textes qui sont là sont des textes qui vont beaucoup accompagner et habiter en fait pendant l'écriture du livre. Et en fait, souvent, enfin, je sais pas, dans un texte peut-être à la forme plus classique, justement, si on parle de forme, dans un roman plus classique, je dirais en termes de forme, parfois il y a peut-être une épigraphe, un Au épigraphe, début? une épigraphe, Une? une, Au féminin. super. Au début du roman, mais enfin c'est peut-être plus rare en fait d'avoir ce genre de choses-là. Et puis moi j'avais envie de montrer ces coutures-là en fait. Enfin c'est un peu l'envers du décor, mais quand on écrit un texte, il est forcément enfin son écriture est forcément accompagnée par la lecture de plein de choses, par des inspirations, des références, des textes qui viennent en fait amener de la matière à notre propre texte. Donc pour moi, c'était une évidence de montrer ces influences-là, de leur rendre hommage aussi en quelque sorte, de pas les laisser En marge. Ouais, voilà. Mais ils sont présents dans les épigraphes, mais aussi à l'intérieur du texte. Vers la toute fin, on retrouve ces autrices
Si on parle de voir Montauk, donc votre récit, alors à propos de l'urgence de dire et donc d'écrire, vous avez dit au Devoir, qui a paru le 4 février 2023, que, je vous cite, c'est comme une bombe qui éclate, tout est multiplié en plein de fragments par terre, et là, il faut les ramasser, puis essayer de reconstruire quelque chose. Je trouvais ça très beau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à propos de ce qui vous a amené à ce projet d'écriture pour ensuite l'envoyer aux éditions La Peuplade? Donc ce projet d'écriture, il est né, donc c'est un récit, non, donc ça part d'une expérience qui a été vécue dans la réalité, même si évidemment c'est une œuvre littéraire donc qui transforme l'expérience, mais ça part d'une expérience qui a été vécue. Et donc en fait donc voilà, j'ai accompagné ma mère pendant une hospitalisation. Et pendant ce moment-là, je me suis appuyée sur l'écriture, en fait, sans vraiment projet littéraire, en fait, vraiment, c'est vraiment purement l'idée Un refuge. ouais, voilà, l'idée de déposer des choses, ça nous permet de les mettre à distance. Enfin, ça, c'est un peu banal de dire ça peut-être, mais en fait, ça marche quand même quelque part. Donc peut-être que parfois, dans ces choses banales, on trouve quand même un peu de réconfort. Et aussi, ça permet, en fait, surtout quand une personne autour de nous est malade, souvent la communication est très difficile parce qu'une personne qui est malade peut parfois pas toujours être en mesure de dialoguer sur d'autres choses que ses propres symptômes, sa maladie, ce qu'elle est en train de... C'est normal hein, avec une traversée de souffrance comme ça. Mais donc, en fait, l'écriture permet aussi pour une personne, pas juste pour moi, mais je pense que l'écriture est un assez bon moyen de poser des choses qui sont pour le moment, en tout cas pas audibles. Hein, des choses qu'on peut pas dire parce qu'elles sont trop violentes ou elles sont trop voilà, difficiles à aborder. On peut les mettre de côté avec l'écriture, enfin les poser à côté et elles sont quand même là et peu importe ce qu'on en fera après, elles restent là. Donc enfin voilà, au début l'écriture elle est un petit peu sortie de là. Au bout d'un moment, je me suis retrouvée avec pas mal de textes et puis j'ai resté 6 mois dans un tiroir ou plus, je sais pas. Et puis il y a eu un moment donné où effectivement, comme peut-être j'avais cette image de la bombe qui éclate et voilà, j'ai eu ce sentiment que j'avais plein de choses en fait fragmentées et puis que j'avais besoin en fait de donner une forme à tout ça. En fait, je sentais qu'il y a quelque chose qui m'appelait, qui disait non, en fait, il faut que tu sortes ça de ton tiroir et que tu te mettes au travail pour cette fois dépasser Dégager un sens. Ouais, dégager un sens pour en fait sortir de ce moment où on dépose juste parce qu'on va pas bien et puis qu'on a besoin d'écrire des choses pour se libérer. Et puis d'un coup, en fait, c'est comme si je ressentais autre chose à propos de ce que j'avais écrit et que j'avais quelque chose qui m'habitait tout le temps, qui revenait tout le temps, qui disait non, en fait, il faut donner une forme à tout ça. Et d'où l'idée en fait de cette bombe en fait qui éclate. Enfin, j'avais plein de choses éparpillées au niveau émotionnel aussi. Et en fait, de donner un sens, de donner une forme à tout ça, ça permet de changer la direction d'un texte. Donner corps. Et j'évoquais en introduction l'importance de l'eau, de la mer M-E-R, pour dire la mer M-E-R-E. Quel rôle joue justement Montauk en tant que lieu symbolique dans le roman? Et pourquoi vous avez choisi de le mettre en avant dans votre histoire? D'ailleurs, petite parenthèse, mais les éditions La Peuplade précisent sur leur site que vous espérez voir Montauk un jour. Oui. Donc oui, en fait, pour replacer un petit peu le récit dans son contexte, là, donc la narratrice est une femme qui se retrouve face à l'hospitalisation de sa mère en lien avec une dépression sévère. Et la veille de son hospitalisation, la fille va rendre visite à sa mère et elle essaie de l'encourager, elle essaie de lui donner de l'espoir, elle lui dit « Mais t'inquiète pas, tout va bien aller, tu vas guérir, tu vas retrouver tes capacités et puis on va voyager. » Elle a vraiment envie de donner à sa mère une perspective. Une perspective qui lui permet de se projeter au-delà de l'hospitalisation et de cette dépression. Et là, elle lui dit « On va voyager, je t'emmènerai où tu veux. » Et puis sa mère lui dit j'aimerais aller à Montauk. Alors sa fille, évidemment, elle lui dit elle est prise au dépourvu parce qu'elle connaît pas ce lieu, mais elle lui dit « Mais oui, évidemment, je t'emmènerai à Montauk, pas de problème. » Et en fait, à ce moment-là, elle lui fait une promesse, puis elle sait pas ce que c'est Montauk. Elle ignore.
quel est ce lieu, elle ne sait pas dans quel pays ça se trouve. Et finalement, c'est à partir de cette ignorance-là qu'elle va créer quelque chose. Parce que si la mère avait dit, ben voilà, je vais aller au chalet, je vais aller à Paris, je sais pas, ben c'est un lieu qui est beaucoup plus connu où on a déjà tout un imaginaire autour de ça. Puis Montauk, c'était pas le cas. Donc en fait, cette promesse-là va permettre, qui est faite finalement par la fille à l'égard de sa mère, mais elle va finalement servir à la fille pour accompagner sa mère pendant cette période-là. Donc c'est plus pour elle, finalement, d'une certaine manière, que ça va servir parce que elle se retrouve à devoir prendre soin en permanence de sa mère, enfin beaucoup, beaucoup. Et là, dans les moments qui seront plus difficiles, la relation est aussi difficile. Et donc, elle va projeter quelque chose d'autre dans ce lieu imaginaire. Imaginé, alors que ce n'est pas un lieu imaginaire parce que ça existe, mais pour la narratrice, c'est un lieu imaginaire. On va revenir encore une fois à la référence de l'eau, mais en fait, ça lui donne un ancrage. Oui, ça lui donne un ancrage mental, en fait, une projection mentale, un truc dans lequel elle peut imaginer qu'elle et sa mère seront un jour au-delà de l'hôpital. Parce que, bon, évidemment, le lieu de l'hôpital, c'est un lieu qui est très clos, qui est très aliénant, je dirais. La chambre avec la routine, les infirmières, les odeurs et tout ça, c'est quelque chose qui est aussi un peu décrit dans le texte. Et puis, l'idée, c'est de sortir de l'hôpital, psychiquement. C'est-à-dire c'est pouvoir se projeter au-delà de ce lieu clos qui les étouffe toutes les deux. Se donner un futur. Ouais. Et si on explore du coup la question de l'écriture comme expression artistique finalement, on l'a dit, votre texte est un texte hybride. Alors on y trouve plein de choses, des listes, des to-do listes, des poèmes, des retranscriptions d'échanges téléphoniques ou de SMS, des foires aux questions ou des pages parfois qui ne comportent que des phrases coup de poing. Comment êtes-vous arrivé à écrire ça comme ça, à ces choix stylistiques finalement? Je ne sais pas si c'était intentionnel, mais... Il y a eu les deux, il y a eu des choix intentionnels dans un deuxième temps quand on travaille sur la réécriture, etc. Mais en fait, c'est quelque chose qui a été plutôt spontané. C'était plutôt spontané, je sais pas calculé, voilà, il y a beaucoup de traces de comment c'est sorti au début, en fait. Au début, c'est-à-dire sur le moment de l'écriture, au moment de l'écriture, c'est comme si cette espèce de matériel composite était, selon mon intuition, ce qui permettait le mieux de traduire ce que vous ressentiez. Pas moi, mais de travers l'expérience de la narratrice, en fait. C'est-à-dire de mettre en scène, finalement, cette forme-là était, selon moi, celle qui m'est apparue comme une évidence pour mettre en scène ce que vivait la narratrice. Donc, c'était spontané avant tout, même s'il y a toujours du retravail qui se fait là-dessus, mais c'était pas tant quelque chose de, je dirais, de si pensé à l'avance. Voilà, c'était pas si prémédité. Mais par contre, je pense que c'est quelque chose qui m'est venu assez naturellement parce que dans la littérature québécoise, notamment, on retrouve toutes sortes de textes où les formes les formes traditionnelles sont mises à mal, dans le bon sens du terme, mais où elles sont manipulées, on découpe à l'intérieur, pouf, puis on fait autre chose, quoi. On travaille la matière autrement, avec toute une liberté qui est pas peut-être commune, je sais pas, dans la littérature peut-être plus classique. Donc en fait, c'est ça, j'ai trouvé je pense dans toutes ces inspirations-là, il y a une espèce de déconstruction de la forme que j'avais certainement absorbée à travers mes lectures. Vous parliez tout à l'heure de poésie, que vous aviez découverte au Québec, et on retrouve justement des poèmes dans votre texte. La poésie, finalement, c'est présent dans votre écriture aussi. Ça fait partie de qui vous êtes en tant qu'autrice. Oui, énormément. Tout à fait. Oui, puis c'est vraiment, le texte est vraiment nourri par les deux genres, en fait. Enfin, pour moi, c'était... en fait, j'arrivais pas à faire de ce texte un recueil de poèmes ou un roman classique. Enfin, c'était pas possible. Ça, pour moi, c'était vraiment... ça prenait cette alternance, donc entre il y a des parties denses, narratives, comme vous l'avez dit aussi, parfois des listes ou c'est des choses très fragmentées, c'est des poèmes très brefs.
parfois, qui témoignent aussi finalement de ce côté dépouillé, hein, parce que parfois c'est assez dépouillé, mais ça témoigne aussi en fait des difficultés de la narratrice à s'exprimer, en fait, à verbaliser ce qu'elle est en train de vivre. Donc en fait, pour moi, c'était aussi un véhicule, en fait, la poésie, pour parler de ce qui vient faire éruption dans la pensée, ce qui empêche de penser, puis qui peut pas sortir autrement. En fait, on peut pas toujours faire des phrases complètes qui ont un début, une fin, de la ponctuation, etc. En fait. L'écriture comme reflet finalement de l'émotion Ouais, et de ce de qui se l'émotion, passait dans la exactement. Ouais, tête. Ouais. ouais, mais l'écriture aussi comme reflet de ce qu'on peut vouloir faire vivre comme expérience de lecture. Parce que donc les deux personnages principaux, donc la fille et sa mère, vivent une forme de huis clos, en fait, dans cette chambre d'hôpital, enfin dans la relation aussi. Enfin, c'est une relation où, voilà, ce déséquilibre fait que elles sont un peu collées l'une à l'autre, quoi. La mère a besoin de sa fille, puis la fille doit aider sa mère, etc. Et finalement, il y a un huis clos un peu qui s'installe entre ces personnages. Et puis, ce côté liste, journal, c'est quelque chose qui, pour moi, permettait d'un coup nous projeter dans l'expérience et dans la peau de cette narratrice-là. Et dans les choses plus brèves que vous avez pu évoquer, j'ai pu le dire rapidement en introduction, mais finalement aussi vous donnez toute leur place aux mots, c'est-à-dire que ça peut pas sembler être des mots simples, mais ils occupent la place qui leur est due. Donc ça a plus de force et plus de valeur au final. Ouais, peut-être, mais par exemple, enfin, la place qu'un mot occupe sur une page va faire varier son sens. Comme moi, j'avais pu noter le mot, par exemple, chute et courage que vous avez isolé dans certaines pages, qui traduisent aussi, en fait, finalement, le fond de ce que vous voulez faire passer. Et moi, j'ai été vraiment marquée par la double page où figure uniquement le mot angoisse, qui est répété 336 fois. Alors, je les ai pas comptés un par un, c'est facile. Il y en a 6 par ligne et 28 lignes dans chaque page. Et cette double page, vraiment, est vertigineuse alors qu'elle ne comporte qu'un seul mot. Comment vous l'avez écrit? Comment vous l'avez perçue aussi? Qu'est-ce qu'elle représente, cette double page? Ah bah, probablement le piège de l'angoisse dont on ne peut pas se sortir. Enfin, le sentiment d'angoisse, c'est quelque chose qui parfois vous envahit. Donc là, le mot envahit la page. Le mot envahit la page, on ne peut pas s'en sortir. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on lit sur cette page, quand on l'ouvre, on revient toujours à l'angoisse. L'angoisse est là. Donc même si on la lit une fois et pas 336 fois, elle occupe l'espace. Je crois que, je ne sais pas si je l'ai lu 336 fois, mais je l'ai lu beaucoup de fois, quand même. Même s'il n'y en avait qu'un. Pour moi, c'était une manière d'incarner, d'une certaine manière, le fait que l'angoisse, quand elle vient vous chercher, elle occupe les pensées, parfois, voilà, de manière complètement démesurée. Envahissante. Envahissante, voilà. Et il y a un petit clin d'œil aussi au film Shining de Kubrick, où le personnage principal, enfin Jack Torrance, est sur sa machine à écrire et puis il tape comme ça de manière frénétique en fait des phrases. Et ça c'est une scène où il vire dans la folie, quoi. Mais c'est quelque chose l'angoisse rend fou ou folle, hein. Donc c'est quelque chose qui pour moi était des parallèles à faire, en fait. Alors le livre aborde des sujets pas faciles, mais vous y mettez aussi une forme d'humour qui apporte beaucoup de douceur et de tendresse. C'était voulu? Ouais, j'aime bien. Enfin, je trouve que c'est effectivement un sujet assez lourd, et puis c'est un livre assez lourd, peut-être dans l'ensemble, enfin lourd. Je veux pas faire fuir des lectrices ou des lecteurs, mais le livre est sur sur une thématique pas facile. Mais j'avais aussi envie de montrer, ça se déroule dans un quotidien qui est fait de plein de choses. Il est tissé de autant de larmes, d'angoisse, comme on vient de le dire, mais aussi de moments drôles, de choses qui sont pas toujours noires non plus. Et puis c'est un petit peu, je sais pas, j'aime bien l'ironie, et peut-être que ça transparaît dans le texte. Et peut-être que ça aide aussi au final, rétrospectivement, on se dit c'est une façon de mieux vivre
des choses plus difficiles. Ouais, alors après, évidemment, je pense que c'est quelque chose d'assez courant et aidant, mais de rire des choses, des choses tristes. Et puis oui, pourquoi pas, allons-y. Allons-y, Clément. Alors justement, la forme, chacun le percevra à sa façon, bien sûr, mais elle est une expression littéraire qui est quand même très moderne. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez dit, il y a ces textes explosés qui ont une façon de transmettre différente par rapport à l'écriture plus conventionnelle. Comment vous pourriez convaincre les personnes qui hésiteraient peut-être à se diriger vers cette forme-là et qui s'orientent plutôt vers ces fameux textes conventionnels? Ah, bah, j'aurais envie de leur dire, mais essayez, n'ayez pas peur. Il faut se frotter à toutes sortes de littérature et surtout celle à laquelle on n'est pas habitué. Parce que c'est là où les surprises, les découvertes peuvent être les plus intéressantes. Mais c'est vrai que peut-être que, je sais pas, moi j'ai rencontré par exemple une personne qui m'a dit, donc c'était un lecteur, qui m'a dit, moi j'avais jamais lu de poésie, c'est quelque chose que je lis quasiment jamais. Et puis il avait été attiré par le texte, je pense au niveau de la thématique, parce que ça résonnait avec quelque chose chez lui. Et puis en fait, il m'a dit, ah bah tiens, en fait, ce livre, il m'a donné envie de lire de la poésie. Et peut-être que plutôt que de voir ça comme justement quelque chose de compliqué parce que c'est pas dans nos habitudes de lecture, en fait, le fait que ce soit hybride, peut-être que ça permet d'avoir un peu moins peur parce que c'est pas un recueil de poèmes où il y a que des poèmes. Donc en fait, il y a une histoire, voilà, il y a une trame narrative évidemment très claire. Et en même temps, le fait que ce soit piqué comme ça de poèmes au fur et à mesure du texte, ça permet peut-être à certaines personnes de découvrir que en fait c'est intéressant la poésie. Tiens, peut-être que j'ai jamais lu de la poésie parce qu'on m'a fait lire des trucs ennuyeux à l'école, puis que je connais pas la poésie contemporaine. Et qu'en fait, il faudrait que j'explore aussi de ce côté-là. Donc, oui, en tout cas, moi, je trouve que plus on se frotte à des formes différentes et plus ça nous ouvre à la puissance de différentes manières de différentes expériences de lecture. Et c'est une forme de curiosité après. Bien sûr. Et comment vous y êtes allé? Vous parliez de votre expérience personnelle quand vous étiez au Québec. Quel a été votre premier pas vers la poésie? Certainement une excellente librairie. Moi, quand je suis partie au Québec, j'avais peu lu de poésie avant. J'étais pas très âgée non plus, donc voilà, je commençais ma vie d'adulte, on va dire. Oui. Voilà, je commençais ma vie d'adulte. Et puis, j'avais aimé des trucs que j'avais lus à l'école, des trucs très classiques, quoi, Les Fleurs du Mal, les grands classiques, Rimbaud, les Illuminations, des trucs de base, quoi. Mais que j'avais apprécié par ailleurs, mais j'avais vraiment pas de connaissance de la poésie écrite par des gens vivants, quoi. Et en fait, j'allais à l'époque, je fréquentais une librairie dans mon quartier à Montréal qui s'appelle le Port de Tête. Je salue les éventuelles personnes qui m'ont conseillé à l'époque, donc d'ailleurs Kevin Lambert qui a été très chaleureusement accueilli cette année en France, donc en Europe en général, mais en France en particulier. Donc j'allais au Port de Tête et puis Kevin Lambert me conseillait des livres. Alors imaginez le bonheur. Il est très intéressant, il avait plein d'idées, puis j'ai ce souvenir d'aller là-bas puis que à chaque fois, j'avais un libraire ou une libraire différent qui me conseillait des trucs géniaux. Et donc voilà, c'est probablement une de ces personnes-là qui m'a mis dans les mains pour la première fois un recueil de poésie québécoise écrit par quelqu'un de mon âge, ou presque, quoi. Voilà. Et puis, waouh, ça a été l'explosion, quoi. C'était vraiment une espèce de claque, quoi. Ouais, plus qu'une rencontre, quoi. Un coup de foudre. Un coup de foudre. Pas une rencontre banale, quoi. Un coup de foudre où j'ai découvert des trucs extraordinaires. Et je me suis dit, waouh, on peut écrire ça, mais pourquoi on me l'a pas dit avant, quoi. Et donc, ça a commencé comme ça, je dirais. Cet attrait pour la poésie.
Puis aussi, la poésie, dans ce qu'on trouve dans la poésie contemporaine québécoise, voilà, c'est une poésie que je dirais vraiment très décomplexée, avec un rapport à la langue hyper libre, hyper, ouais, j'aime bien, je sais pas, peut-être un peu débridé comme ça, quoi. Où on enlève les brides et puis on se lâche, puis on y va, puis on essaye, puis il y a beaucoup de, enfin, voilà, j'aime beaucoup l'oralité. Par exemple, j'aime le slam, la scansion et tout ça. Donc, je trouve que ça, c'est des choses que j'ai probablement découvertes avec la poésie québécoise. Mais c'est ce que. Alors, je disais en introduction que votre texte était très rythmique. Moi vraiment, j'entendais une forme de rap presque. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous écoutez. On parlait des influences tout à l'heure, mais c'est- on- cette oralité, on la retrouve dans votre texte très clairement. Mhm. Ben oui, le rap joue un rôle important dans ma vie. Donc, tant mieux si, Ah, si je le voilà. fais dans mon texte. Ça me fait très plaisir. Mais oui, je suis une assez grande amatrice de rap et de hip-hop depuis très longtemps et j'aime la parole rythmée. Je trouve que vraiment c'est une manière de mettre en valeur la langue en fait que je trouve très intéressante, que ce soit voilà dans le rap, dans des soirées slam où il y a vraiment là des interactions avec le public, des réactions en direct quoi sur les textes. Je trouve que ça manque un peu parfois de moments où on peut vraiment rencontrer. Enfin, il y a plein de librairies qui organisent des lectures, des choses comme ça, mais c'est un truc qui devrait presque être Courant, plus courant, plus quotidien dans nos vies, quoi, d'entendre du texte. c'est vrai. D'entendre son rythme, d'entendre son flow, parce que c'est là où finalement ça vient, c'est là où on entend l'énergie du texte. Mm. C'est quand on le dit à voix haute, évidemment. Ouais. Vous y Donc, particiez à de telles manifestations? oui, ça arrive, enfin, de différentes manières, quoi. Mais ouais, je trouve que c'est les lectures à voix haute, ce genre de dispositifs sont hyper importants et pas assez, peut-être pas assez souvent juste facilités, quoi. Ouais. Ben, si quelqu'un vous entend et que cette personne se motive pour le faire davantage, ce serait pas Et mal. il y en a, non, mais il y a plein de Il y en choses. a, mais qu'il Il y en faudrait qu'il y a, en il y ait a plus, d'autres c'est ce que vous choses, dites. mais parfois parfois c'est pas peut-être pas dans les politiques de subvention ou Mm. d'aide. Enfin, c'est parfois des milieux où on manque parfois de moyens. On De fait des trucs soutien. extraordinaires avec pas beaucoup de moyens. Mais je sais pas, ça pourrait peut-être avoir une place plus importante dans la vie Dans de les tous les politiques jours, quoi. En culturelles. fait, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Mm. Alors donc on l'a dit, la forme sert le fond. On va parler du fond de votre texte. Voir Montauk aborde des thèmes profonds et importants, notamment la relation mère-fille et la lutte contre la maladie mentale. On entend que ces sujets prennent racine dans une histoire personnelle, mais ça a aussi, alors par exemple pour la question de la relation mère-fille, ça a un côté universel. Vous avez porté la voix de pas mal de femmes, alors je ne sais pas quels échos vous avez eu de la part, par rapport à votre livre, mais ça porte une dimension universelle. Est-ce que vous en aviez conscience quand même en écrivant ou pas forcément? En fait, ce que j'ai découvert, je sais pas si c'est une découverte, mais c'est surtout plus en lisant qu'en écrivant. En lisant beaucoup, enfin, je vous disais en tout début de l'entrevue que, enfin, je lis beaucoup de choses qui sont en phase avec ce que je peux vivre dans mon quotidien. Mm. Mais pas que, évidemment. Enfin, j'adore la fiction, puis découvrir toutes sortes d'autres milieux, histoires et tout ça. Mais c'est juste que parfois, j'aime bien trouver des voies dans lesquelles peuvent résonner des choses qu'on n'avait peut-être pas vues de cette manière-là, mais qui sont sur des thèmes connexes, des choses comme ça. Et en fait, en lisant beaucoup de femmes qui parlaient de leur relation à leur mère, c'est comme si, même si ça semble aussi peut-être banal, mais c'est vraiment un nœud dans la vie de beaucoup de femmes. Et nœud n'est pas un terme nécessairement péjoratif, mais quand je dis nœud, c'est que c'est le lieu d'une relation absolument hors norme, parce que cette relation où une personne nous a hébergé quelque temps et ensuite donné la vie, nous a mis au monde, littéralement, c'est en même temps peut-être la relation la plus universelle et en même temps la plus complexe, quoi. Donc en fait, c'est en lisant
toutes sortes de textes qui sont donc ça pour certains cités dans Voir Montauk, que j'ai peut-être pris conscience du fait que en les lisant, je me sentais moins seule dans les difficultés que je pouvais vivre, parce que il y avait j'étais moins frappée par le côté universel de ce que je lisais. En fait, je lisais plein de personnes différentes, des femmes mortes, des femmes vivantes, des femmes âgées, des femmes plus jeunes, des femmes européennes, des femmes nord-américaines ou sud-américaines aussi. Et en fait, je retrouvais une espèce de fil rouge dans ce rapport complexe à la mer. Et donc, il y a quelque chose là-dedans, en tout cas, qui a beaucoup parlé pour moi. Je sais pas si après, je pense pas que ce que j'ai écrit sur la relation mère-fille est universel. C'est peut-être que ça résonne avec certaines personnes. Mais en tout cas, je voulais effectivement montrer que l'expérience de la narratrice, elle entre en résonance avec celle des autres, qui sont toutes un peu différentes, mais qu'au final, il y a quand même quelque chose. C'est comme un truc un peu organique, quoi, où cette relation-là, quand les autres en parlent, ça nous permet de mieux comprendre la nôtre, en fait. Donc de là, quelque chose d'universel, en fait. Et vous aviez évoqué la sororité au début de notre échange. C'est une façon de matérialiser cette sororité, peut-être, même de manière indirecte. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair, parce que c'est en lisant des femmes qu'on peut, sans compter toutes les relations en chair et en os qu'on a avec des femmes qui nous nourrissent. Mais je trouve qu'avec ces lectures-là, il se crée quelque chose, en fait. Il se crée une forme de transmission hyper intense, parfois. C'est impressionnant, je trouve, la relation qu'on peut avoir avec un livre. Et on peut lire une personne et se sentir tellement proche d'elle. Et tellement, justement, dans une relation de sororité, de soutien, Le livre comme compagnon, quoi. On l'a dit. On revient là-dessus, ouais. On revient là-dessus, exactement. Comme compagne, on peut dire. Comme compagne, exact. Merci de me corriger, c'est exactement ça, comme compagne. Alors, à propos de ce lien mère-fille, vous l'avez dit, il est simple et complexe en même temps, et il est source aussi d'une véritable ambivalence. On cherche à s'émanciper de l'héritage maternel, mais se détacher complètement de la mère est difficile. Votre narratrice, malgré les souffrances, malgré aussi des formes de dysfonctionnement, je pense là par exemple à la parentification de l'enfant qui est adulte, mais ça reste quand même l'enfant, au sacrifice de soi de cette narratrice. Et malgré tout ça, elle aime profondément sa mère. Et vous dites aussi en page 96, « Je me demande si on échappe un jour aux douleurs héritées en pendentif. » Avez-vous la réponse à ce questionnement ? Votre réponse m'intéresse. Je veux pas que vous soyez trop suspendu à mes larmes parce que je sais pas si... Non, j'ai pas de réponse miracle. Je pense que c'est le travail d'une vie, honnêtement. Et je dis pas ça de manière... Trop philosophique. Non, mais je dis pas ça de manière trop fataliste ou de manière ou dans une forme de désespoir, hein, pas du tout. Mais je pense qu'en fait de se détacher du regard de la mère, enfin si on regarde ça d'un point de vue psychanalytique un peu, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui nous habite toute notre vie. Et même quand on vieillit, enfin je vois des personnes âgées qui se retrouvent en enfance et puis qui oublient le reste de leur vie. Souvent, et puis qui se rappellent uniquement, enfin c'est un truc assez typique par exemple chez des gens qui ont la maladie d'Alzheimer, qui vont se rappeler uniquement de leurs années de petite enfance, et donc on voit à quel point en fait on se détache pas de ce qu'on a pu vivre dans ces années-là, dans la relation avec nos parents, et donc notamment la mère ou les mères, mais il n'y a pas de remède miracle pour se détacher de ça, mais en même temps, je pense que, ouais, on trace notre route, et puis pour chacune et chacun, cette séparation, elle se fait d'une manière différente. Ça peut être par un mouvement radical, ça peut être par un mouvement professionnel, alors ça peut être par un travail artistique, ça peut être par la manière dont on souhaite éduquer ses propres enfants. Et même là-dedans, on est tout le temps
Enfin, personnellement, enfin, j'ai des enfants et parfois quand je leur parle, j'entends ma mère. C'est-à-dire que, ça, c'est un truc un peu, là, je le dévie un peu, mais quand je dis j'entends ma mère, c'est que ce qu'on entend dans l'enfance de la part de nos mères, c'est quelque chose qui persiste, quoi. Qu'on le veuille ou non, ça persiste. Donc voilà, mais il y a pas de recette. Et en même temps, il y a aussi tout ce qu'on reçoit de bon et qui nous permet de tenir debout, quoi. On vit avec le pendentif. On Ouais, essaie d'en faire quelque chose. ouais, on vit avec, on le porte et puis on peut essayer de le jeter si il est trop lourd. Enfin ouais, c'est complexe, c'est Ouais. très complexe. Mais je pense que c'est avec aussi, enfin ouais, une forme d'introspection qu'on peut essayer d'atteindre quand même son propre désir, quoi. En fait, c'est tout là la question, c'est où est notre désir. Enfin là, c'est aussi un peu psychanalytique, mais où est notre désir et où est celui qui est simplement le reflet de celui des personnes qui nous entourent, des projections que notre entourage peut mettre dans notre identité, ce qu'on appellerait l'identité. Enfin, voilà. Et quelle est la voie de chacun et chacune vers l'émancipation finalement? Ouais. C'est ça, c'est aussi un travail, le travail d'une Et vie. ça, le travail vers la liberté, je pense que c'est un travail d'une vie, Mm, vers la vraie liberté. c'est vrai. Alors, du coup, la prise en charge de la mère malade par sa fille reflète aussi quelque part une réalité sociale et une responsabilité qui est souvent assumée par les femmes dans la société. Est-ce que cette dimension-là, vous avez voulu la mettre en avant ou pas spécialement? J'ai, j'ai pas l'impression que... Alors, c'est un livre sur la relation mère-fille. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment un livre qui parle de femmes, qui parle, comme on l'a dit, de la sororité, du lien maternel, ce genre de choses-là, ce genre de sujet. Par contre, j'ai pas l'impression que, en tout cas, j'ai pas voulu particulièrement dans ce texte mettre en avant la charge particulière dévolue aux femmes, qui par ailleurs est une réalité. Mm. Mais c'est pas quelque chose que j'ai particulièrement voulu montrer dans ce texte. Ou alors, si je l'ai fait, c'était pas du tout de manière délibérée, quoi. Disons que c'était pas mon propos central, Principal. quoi. Non. Bon, du coup, vous l'évoquez là encore, mais Voir Montauk contribue à sensibiliser sur les questions de santé mentale, de la santé mentale qui est importante, et à la façon aussi dont elles sont traitées. Vous évoquez beaucoup de choses en lien avec ça, le rapport aux patients lors de l'hospitalisation, les diagnostics, les traitements médicamenteux, le suivi et l'information de la famille des patients, tout ça on le retrouve un peu partout dans le texte, mais est-ce que ça aussi c'était important pour vous? Alors oui, alors ça oui, ça je dirais que là voilà, si on si on s'interroge un peu sur le caractère politique du livre, je dirais qu'il est plutôt là en fait, parce qu'effectivement c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu mettre en relief, c'est l'expérience qu'on peut avoir en tant que patient ou proche de patient en l'occurrence, avec un service de psychiatrie en fait. Parce qu'évidemment, enfin, comme dans beaucoup d'autres domaines, il y a les malades, et puis il y a les soignants, puis il y a les gens qui gravitent autour des malades, puis finalement qui sont parfois un peu embarrassants, quoi, pour les soignants. C'est-à-dire que c'est pas leur boulot concrètement, c'est pas tellement leur boulot de s'occuper des proches, et en même temps, enfin, ils sont là, quoi. Ils sont là et ils existent et ils portent une énorme charge. Et donc, enfin, c'est pas un livre qui accuse, mais c'est un livre pour montrer, pour poser cette question. Hein, pour poser cette question de qu'est-ce qu'on fait aussi de cet entourage-là qui porte beaucoup la charge en fait des personnes malades, hein, que ce soit ça peut être une dépression ou comme ça peut être un cancer. Hein, je pense que ça c'est quelque chose que je voulais pas trop Qui limiter. s'applique à beaucoup de choses, ouais. Ouais, enfin en tout cas c'est ce que je peux percevoir aussi je sais pas, d'autres expériences qu'on m'a confiées ou voilà, du fait que c'est très dur d'être confronté à un milieu hospitalier quand on est patient, mais aussi quand on est proche de patient, quoi.
Donc voilà, j'avais envie de poser cette question sur la table. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Et surtout plutôt qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Je pense que la réponse, elle est évidemment aussi très variable d'un pays à l'autre. Les systèmes de santé, on peut pas les comparer, que ce soit le québécois, le suisse, le français, le belge. Enfin voilà, il y a vraiment des disparités et des distinctions qui méritent d'être faites. Et donc je peux pas généraliser, mais j'avais envie dans le livre de parler de ça. En fait, j'avais envie de parler de ça et puis éventuellement d'avoir donc pour la personne qui lit que cet aspect-là ressorte. Et c'est quelque chose dont beaucoup de gens m'ont parlé, c'est-à-dire que beaucoup de lecteurs et de lectrices en lisant ce livre finalement se sont retrouvés à me parler d'elles-mêmes et à me confier des expériences vécues en lien avec le milieu hospitalier, en lien avec des proches malades, mourants, des choses comme ça. Et donc, c'est vraiment quelque chose enfin, voilà, qu'on le veuille ou non, un jour ou l'autre, on est confronté dans notre vie à devoir accompagner quelqu'un autour de nous qui va mal, peu importe sous quelle forme. Donc voilà, j'avais envie de parler quand même de ça, sans fournir de réponse. Enfin, c'est pas, je pense, mon job de fournir des réponses concrètes à ça, mais de témoigner. Enfin, c'est pas un témoignage, mais quand je dis témoigner, c'est de relater, de faire réfléchir à cette expérience qu'on a en tant que patient ou proche de patient. Surtout proche de patients, notamment. Et la question du médicament, c'était pour soulever la question de la thérapie, par exemple, de comment on soigne les maladies mentales? Ouais, alors ça, ce qu'on voit dans ce texte, la narratrice, elle est confrontée à la médication. C'est-à-dire qu'elle est confrontée au tâtonnement des médecins. C'est pas elle qui subit le traitement, c'est sa mère. Mais elle est confrontée à cette espèce de... Comment dire ça en fait, c'est une ordonnance, quoi. C'est un peu ça, une ordonnance médicale de toutes sortes de substances qui sont données, retirées, modifiées, modulées, des millimètres, un peu plus, un peu moins, etc. Donc, en fait, effectivement, ça montre un petit peu ce que je voulais montrer, c'est ce côté de tâtonnement, quoi, de la psychiatrie, qui parfois arrive à trouver, en fait, le bon équilibre, mais qui est très difficile à trouver. C'est vrai. Un autre thème important que vous mettez en avant dans le livre, là aussi, il a nécessairement un côté politique, c'est celui de l'aide à mourir. Et si cette aide peut être apportée dans le cas des souffrances psychiques, vous mettez face à face une dimension juridico-administrative et une narratrice qui aborde cette question avec une certaine innocence quand même. Donc ce sujet, il agite par exemple ici en France et il est très difficile à appréhender. De la même façon, est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez mettre sur la table aussi? Ouais, j'avais aussi envie de le mettre sur la table parce que en fait, c'est quelque chose qui... Alors là aussi, il faut vraiment beaucoup distinguer entre les pays. Donc, je vais pas me lancer dans un comparatif. Dans un comparatif ou une analyse de comment fonctionne l'aide à mourir. Dans chaque pays, c'est très différent. Mais dans les pays où l'accès à l'aide à mourir s'est démocratisé ou est en train de l'être, demeure la question de l'accès pour les personnes qui souffrent de idéation suicidaire, personnes qui souffrent psychiquement. Et alors évidemment, dans ces cas-là, l'envie de mourir fait partie des symptômes. Donc évidemment, pour moi, c'est un petit peu... Enfin, c'est un casse-tête pour la médecine, quoi. Parce que on n'est pas dans une forme de maladie physique où finalement l'envie de mourir est amenée par une souffrance physique, par le corps qui souffre. On croit que la maladie mentale peut faire souffrir aussi beaucoup le corps. Hein. Bien sûr. Mais dans ces cas-là, c'est un symptôme de la dépression, hein, d'avoir envie de mourir. Et donc, comment résoudre ça? Voilà, je voulais poser cette question, je n'y réponds non plus pas clairement parce que c'est totalement... c'est un sujet très sensible et c'est pas... j'ai pas de réponse en fait. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Bien sûr. De donner accès à ça. Je sais que c'est en discussion dans plusieurs pays, notamment au Canada. Donc la question est en discussion et puis je suis très curieuse de savoir comment cette question-là va être traitée par les politiques publiques. Mais c'était aussi un petit peu
une manière, enfin, je trouve que l'aide médicale à mourir, elle n'est pas tellement traitée en littérature. Alors, il y a certainement plein de textes que je connais pas, donc je serais ravie de connaître. Mais c'est quelque chose sur lesquels j'ai pas tellement eu l'occasion de lire en littérature, et donc je trouvais que ça c'est quelque chose qui avait du sens dans ce texte sur voilà, une personne qui veut mourir tout le temps et puis qui finalement demande l'aide à mourir. Elle se trouve dans une configuration différente ou pas que des personnes qui ont des maladies incurables, comme des cancers ou des choses comme ça. Donc j'avais envie que cette question soit abordée, et puis je pense que la réponse, elle est, enfin, pour chaque lectrice et chaque lecteur, elle est pas la même. Elle sera différente et personnelle, oui. Mais justement, enfin, ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez traduit avec une véritable innocence, là, pour le coup aussi. C'est touchant. La façon dont vous l'amenez est touchant. Et vous n'apportez pas de réponse, et le but pour nous, lecteurs et lectrices, on n'en trouve pas forcément non plus. Mais voilà, En fait, c'est cette on se met à la innocence place d'eux. d'une personne qui d'un coup, du jour au lendemain, découvre que, parce que c'est ça, l'aide à mourir aussi, c'est que du jour au lendemain, on peut fixer la date de la mort de sa maman, quelques jours, en une ou deux coups de fil, une ou deux rencontres avec un médecin. Enfin, c'est comme ça que ça marche en Suisse. Enfin, voilà, le processus est un peu plus complexe, mais en tout cas, c'est pas très compliqué. Pour les maladies, là, j'exclus les Oui, maladies bien sûr. psychiques, mais en tout cas, elle découvre que c'est peut-être possible avec justement cette espèce de candeur, comme vous dites, où elle dit, ah, mais merde, mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'elle peut? Ça ne coche pas la case. Si elle demande, est-ce qu'ils vont la lui donner? Puis je serais même pas au courant. Et puis enfin, elle se questionne, quoi. Elle est perdue. Et puis finalement, cette question n'est pas traitée par les politiques publiques pour l'instant. Donc, il y a peut-être plein de gens qui se retrouvent dans cette situation-là. Et il faut dire que, par exemple, enfin, je sais pas la situation en France, mais en Suisse, enfin, l'aide à mourir depuis une dizaine d'années, elle a triplé. Le nombre de gens qui meurent via l'aide à mourir a énormément augmenté. Et donc, c'est un signe que que cet outil-là, il répond à un besoin énorme de dignité de gens malades. Et pour moi, c'est un peu encore un mystère qu'il soit si peu souvent fréquent dans la littérature. Alors, voilà, je appelle à référence si des gens ont des textes à me conseiller, je les lis avec plaisir. Alors moi, j'en avais lu un, juste petite parenthèse, c'était Emmanuel Bernheim, je crois, qui Ok. racontait ça à propos de son père. Ah, bah alors, avec plaisir pour la C'était chez référence. Gallimard. Et il faudrait, et moi, je l'avais lu il y a quelques années, c'était en 2012. Alors justement, vous parlez de références, et je construis pour nos auditeurs et nos auditrices une liste de lectures thématiques en lien avec le podcast. Est-ce que vous avez des suggestions de livres ou d'auteurs, d'autrices qui réussissent à mettre la forme justement au service du fond? Vous parliez de poésie, si jamais nos auditeurs, auditrices voulaient par exemple entrer dedans, est-ce que vous auriez des suggestions de lecture? Alors, poésie, il faudra que j'y réfléchisse. Ah, Il faudrait que j'y réfléchisse parce qu'il y aurait plein de choses, mais en fait, j'avais un texte au niveau de cette forme, de la forme, parce que, enfin, je sais que, voilà, que c'était le point focal de cette rencontre, qui est pas vraiment de la poésie, mais auquel j'avais pensé pour l'importance de la forme, c'est Les Argonautes de Maggie Nelson. Je sais pas si vous connaissez ce texte, où en fait, Maggie Nelson va mêler la forme de l'essai, la forme de l'autofiction, avec des références en marge. Donc en fait, c'est presque parfois comme un texte académique, justement essai avec d'un coup, elle va citer Roland Barthes, Julia Kristeva, Marie Lambert. Enfin, elle va citer plein de gens comme ça dans les marges. comme un manuscrit. Ouais, et en fait, je trouve que c'est une forme très intéressante parce que c'est un texte qui en même temps vous nourrit intellectuellement comme un essai, et en même temps vous amène dans un récit où, enfin, ouais, vraiment, elle part de fragments, puis c'est tout c'est tout un texte hyper poignant sur sa relation avec sa conjointe, qui fait une transition.
Enfin, c'est vraiment pour moi un texte qui, au niveau de la forme, est très intéressant. Donc c'est Ok. pas ça, c'est pas vraiment de la poésie pour le coup. Alors après, elle a fait ça sous une forme plus poétique dans un autre livre, si on reste sur Maggie Nelson, qui s'appelle Bleuet. En fait, je pense que c'est Blowet en anglais et oui, la traduction, je pense que j'ai vu la traduction, ça s'appelle Bleuet, où elle fait une forme d'essai aussi sur la couleur bleue. Et ça, c'est pour le coup, c'est pas de la, ouais, c'est pas un recueil de poèmes, mais c'est plus poétique. Et là, ça a aussi une forme vraiment très spéciale avec des numéros et puis des mini paragraphes très très courts, numérotés, qui vont mêler d'un coup un truc plus scientifique, un truc plus artistique sur la couleur d'un pigment dans la peinture, des émotions personnelles. Ouais, c'est vraiment un truc hyper éclectique, hyper surprenant. Et j'adore me plonger dans ce genre de texte, en fait. Ok. Lisez Maggie Nelson Lisez alors. Maggie Nelson. Vraiment, lisez Maggie Nelson. Ok. Alors c'est ma dernière question. Aura-t-on le plaisir de vous lire à nouveau bientôt? Ah, j'espère. Je travaille sur un autre texte, évidemment. Enfin, là, voilà, j'ai quelques publications dans des revues de poésie, des choses comme ça. Donc, à plus petite échelle, j'ai un projet de roman. Ça, je sais pas combien de temps ça prendra. C'est toujours, on sait quand on commence, mais pas quand on termine. J'ai des projets de livres pour enfants, donc peut-être que ce sera plus rapide, Ah, ça. super. À voir. Eh bien, génial. On a hâte de voir ça. Merci infiniment, Sophie, d'avoir partagé avec nous tout ça. Mais un grand merci à vous, c'était très agréable, très riche. Et on espère vous lire du coup très vite. Je vous invite, chers auditeurs et auditrices, à vous plonger dans Voir Montauk, qui est un livre vertigineux, pour vivre cette expérience littéraire unique et ressentir l'ampleur des émotions que Sophie Dora Swan a su insuffler dans ses pages. Alors foncez chez votre libraire. J'aimerais finir par quelques mots de Sophie Dora Swan, justement, dans Voir Montauk. Fugitive, j'ai écrit comme on plonge dans le Saint-Laurent de nuit, sous la lune pleine, des mots en forme de canot de sauvetage, une écriture évasion pour résister à la mémoire prison, une écriture protection pour tenir racine comme un chêne qui illumine une foudre éclatante. Couper le cordon sans couper les ponts, cela s'apprend, ça prend du temps. Minutieusement se défaire des peaux mortes des passés débordant l'horizon. C'est plus difficile que les tables de multiplication. Ça prend des lettres et pas trop de chiffres parce que régler les comptes, c'est pour les comptables. Ça prend des lettres, beaucoup de lettres. Ça prend peut-être un livre aussi. Montauk, un endroit sans histoire pour écrire différemment la nôtre. Merci encore 1000 fois Sophie pour votre présence et vos mots. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de Phénomène.